bienvenue sur Agora. Même si elle est surnommée la jumelle de la Terre, Vénus fait pourtant partie des planètes les plus difficiles à explorer du système solaire, en raison de son épaisse atmosphère et de la chaleur qui règne à sa surface. Mais ces facteurs n'ont pas freiné la détermination des scientifiques, surtout celle des soviétiques. Ces derniers ont même réussi à prendre plusieurs photographies malgré les pénibles conditions qui la distinguent. Pour sombrer plus dans les détails du sujet, nous vous invitons à vous installer confortablement pour voyager dans l'espace et percer les mystères de la planète. N'oubliez pas que les différentes sources sont mentionnées en description. Et c'est parti. Vénus, une planète très bien explorée par le passé. Bien qu'elle semble être tombée aujourd'hui aux oubliettes, Vénus a été au début des années 60 la cible privilégiée des premières missions spatiales effectuées par les Américains et les Soviétiques. En plus d'être 2 fois plus proche de nous que Mars, Vénus a également la particularité de ne pas posséder de lune. Or, d'après les scientifiques, les lois appliquées dans la mécanique céleste sont beaucoup plus faciles à cerner pour les astres qui ne possèdent pas de satellites naturels. Depuis l'avènement des missions spatiales jusqu'au début des années 2000, elle a enregistré à elle seule 23 missions aussi bien américaines que soviétiques, qui ont été réalisées avec succès sur 41 sondes envoyées, lorsqu'on tient également compte de toutes celles qui ont survolé la planète, même si elles ne lui étaient pas dédiées. En se fondant uniquement sur de tels chiffres, on remarque clairement que les missions sur Vénus ont un taux de succès qui dépasse largement celle de la nouvelle vedette Mars. Au cours des années 1962, Vénus est survolée pour la toute première fois par la sonde américaine Mariner 2. Celle-ci est restée à environ 35 000 km et est parvenue à effectuer les premières mesures in situ concernant la température et la pression de la planète. Même si les données n'étaient pas très précises, cette exploration a révélé que la température de l'astre était bien au-delà de 200 degrés et que sa pression atmosphérique était très élevée comparée à celle de la Terre. C'est également au cours de cette première approche que les scientifiques de l'époque ont remarqué la lente rotation rétrograde de la planète. Suite à l'affectivité de ce premier voyage, les soviétiques aussi avaient décidé de marquer leurs empreintes. Sauf que les choses ne se sont pas très bien passées au début. En effet, durant près de 3 ans, ils ont tenté à plusieurs reprises des missions avec les sondes Venera qui ont été couronnées dans la plupart du temps par l'échec. Il a fallu qu'ils attendent jusqu'à 1967 pour avoir un bout de victoire grâce à la sonde Venera 4. Les données retransmises par cette dernière étaient surtout fondées sur les basses couches d'altitude comprises entre 25 et 55 km et ont permis de confirmer la composition très dominante de la planète en CO2 de même que sa densité. À la suite de 2 autres tentatives, les soviétiques ont réussi l'exploit d'installer Venera 7 à la surface de la planète en 1970. Grâce à un parachute, ils venaient de poser pour la première fois un objet artificiel sur une autre planète. Durant 23 minutes, Venera 7 a fourni des informations précises à propos de la pression et de la température de la planète. C'est donc grâce à elle que les scientifiques ont su que Vénus a une température de 474 degrés Celsius et la pression qui y règne correspond à ce que nous avons à 1 km sous l'eau sur Terre, soit 90 bars. Vous pouvez donc comparer l'exploration de la planète à celle des grands fonds marins, sauf qu'il faudra y ajouter une chaleur infernale et des gaz très toxiques. Venera 7 est suivie par la sonde américaine Mariner 10 en 1974. Tout en restant à distance, elle est parvenue à prendre des images en ultraviolet pour étudier les mouvements étranges de l'atmosphère, ce qui lui a d'ailleurs permis de se rendre compte de la rotation très rapide qui a été gâtée par l'appellation de superrotation. 1 an après, les soviétiques sont revenus à la charge en obtenant des photos en noir et blanc de la surface. Les images en question ont été transmises grâce aux landers posés sur les sondes Venera 9 et 10. Le côté impressionnant de ces landers est que, contrairement à tous leurs prédécesseurs, ils ont résisté près d'1 heure à la fournaise de la planète. L'exploit a fait la une des médias et l'Amérique n'a pas voulu rester une fois de plus sans riposter. Avec la NASA, ils ont lancé une double mission au cours de l'année 1978. C'était un défi très complexe, mais empli d'ambition. Au Pioneer, Vénus 1 et 2, ils ont combiné un orbiteur mère ainsi que des landers afin de réaliser pour la première fois une étude des diverses strates de l'atmosphère de la planète ainsi que de sa surface. Les données qu'ils sont parvenus à recueillir à la fin de cette mission leur ont révélé le rôle primordial qu'ont certains constituants comme S02 au sein de la chimie de l'atmosphère de Vénus. Ils en ont également appris un peu plus sur le processus permettant la formation des nuages d'acide sulfurique au sein de la haute atmosphère. En même temps, cette mission a permis de réaliser le premier sondage radar de Vénus et d'apercevoir un nombre impressionnant de formations volcaniques, de même que les 2 plus grandes régions montagneuses de la planète. Les scientifiques les ont très vite nommées respectivement Ishtar, Terra et Aphrodite Terra. Toujours en 1978, l'URSS a également multiplié ses explorations et expériences sur la planète. Ainsi, Venera 11 et 12 ont procédé à des analyses de l'atmosphère et se sont même posés dans 2 zones au niveau de l'hémisphère sud.
De là, elles ont pu transmettre plusieurs données essentielles vers la Terre durant près de 2 heures avant de succomber. Après elles, il a fallu attendre près de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1982, pour que Venera 13 et 14 puissent révéler les toutes premières images colorées du sol de la planète chaude qui ont été prises dans la région de Phoebe. En temps, une foreuse a effectué un prélèvement d'échantillons sous les sondes qui ont été analysés comme du basalte. Ce sont ces deux missions qui ferment la marche des explorations vénusiennes réalisées durant les années 70. Au cours des années 80, les Russes feront de nouvelles prouesses dans l'analyse de Vénus, afin de se consoler de leurs multiples échecs enregistrés lors de l'exploration de Mars. Alors qu'on était en 1983, Venera 15 et 16 ont réalisé une cartographie radar de toute l'hémisphère nord de la planète. Elles ont été suivies 2 ans plus tard par les sondes Vega 1 et 2, qui ont largué sur la planète 2 ballons sondes français qui avaient été conçus par le CNES, de même que 2 atterrisseurs. L'objectif des ballons était d'étudier le régime des vents, tandis que les atterrisseurs ont procédé à l'analyse des échantillons du sol. À l'heure actuelle, la dernière grande mission effectuée à l'endroit de la planète Vénus date de 1989, lorsque la NASA a procédé au lancement de la sonde Magellan grâce à la navette Atlantis. Le principal outil de Magellan était un radar qui, entre 1990 et 1994, a fourni une cartographie à haute résolution de 98% de la surface totale de la planète. Magellan a donné à la communauté scientifique des résultats très impressionnants concernant la topographie de la surface, de même que les activités tectoniques et volcaniques récentes qui s'y sont déroulées. En réalisant une combinaison entre les données fournies par les sondes Venera et celles de Magellan, les experts ont obtenu des images spectaculaires qui montrent non seulement les volcans de la planète, mais plusieurs centaines d'autres formations géologiques tout à fait uniques. À la suite de ces travaux, les regards se sont tous orientés vers les vols habités en orbite basse et même en surface de la planète rouge. Vénus a été rangée aux oubliettes durant plusieurs années jusqu'à 2005, lorsque la mission européenne Vénus Express a été lancée. Que révèlent les premières images soviétiques sur Vénus ? Pour rappel, les premières images soviétiques ont été prises par les sondes Venera 9 et 10 grâce aux Landers, et il s'agissait d'images en blanc et noir. Peu de temps après, en 1982, les sondes Venera 13 et 14 ont permis d'obtenir les toutes premières images en couleur de la surface de la planète. Les sondes Venera 9 et 10 ont décollé respectivement le 8 et le 14 juin 1975. 2 jours après, les atterrisseurs se sont détachés de 2 engins avant qu'ils ne fassent leur entrée dans l'atmosphère après les 20 et 23 octobre de la même année. Les compartiments orbitaux ont ensuite manœuvré de façon à se placer sur la trajectoire de survol de la planète. Les 22 et 25 octobre, c'est au tour des atterrisseurs de faire leur entrée dans l'atmosphère, pendant que les compartiments orbitaux ralentissent et se positionnent sur de nouvelles orbites elliptiques. Étant déjà avertis de la chaleur d'enfer qui règne sur la planète, les ingénieurs avaient anticipé la situation en équipant les atterrisseurs d'un système qui effectue la redistribution de la chaleur, ainsi que d'un ensemble de systèmes de refroidissement. Vous l'avez sûrement deviné, l'objectif était de permettre aux sondes de fonctionner le plus longtemps possible afin de recueillir un maximum d'informations. Pour la première fois de son histoire, l'Union soviétique est parvenue à livrer plusieurs photos en noir et blanc du sol de Vénus grâce aux caméras posées sur les atterrisseurs. Sur les images, on peut apercevoir un monde où il n'y a apparemment pas de poussière, mais plutôt plusieurs rochers non érodés qui font entre 30 et 40 cm. D'après ces images également, on pouvait voir que le niveau de lumière est comparable à ce que offre la Terre lors des journées nuageuses et sous des altitudes moyennes. Malheureusement, après respectivement 53 et 65 minutes, les atterrisseurs de Venera 9 et 10 atteignent respectivement leur déclin à cause des hautes températures et de la pression très forte qui règne sur la planète. Par contre, les orbiteurs initialement prévus pour fonctionner sur une période de 3 mois dépassent toutes les espérances. Celui de Venera 9 par exemple est resté actif jusqu'au 27 avril 1976, tandis que celui de Venera 10 est allé plus loin en restant actif jusqu'au 15 septembre 1977. Vient ensuite le tour des sondes Venera 13 et 14 qui ont fourni des images en couleur. Pour permettre aux atterrisseurs de fonctionner parfaitement, les soviétiques, comme avec les sondes Venera 9 et 10, les ont littéralement blindés. Cette fois-ci, ils ont intégré un système de circulation beaucoup plus fluide que les précédents afin de mieux refroidir et retarder l'heure fatale, vu qu'elle est inévitable. Il serait tout à fait erroné de dire que leurs efforts n'ont pas payé, vu qu'entre Venera 9 et Venera 12, d'importants progrès ont été faits permettant de passer de 53 minutes d'activité pour Venera 9 à 110 minutes pour Venera 12. Le 30 octobre et le 4 novembre de l'année 1981, Venera 13 et Venera 14 prennent respectivement le départ pour la planète la plus chaude du système solaire. Elles ont une composition quasiment identique avec une masse de décollage de 4397 kg pour Venera 13 et 4394 kg pour Venera 14. Les deux atterrisseurs pesaient chacun 760 kg et étaient tous les deux équipés de 17 différents instruments, comme un système de plusieurs caméras, des baromètres, des thermomètres, un spectromètre, un sismomètre et bien d'autres joujoux encore.
Les ingénieurs avaient également pris le soin de les doter d'un bras préleveur d'échantillons pour réaliser les analyses. Après avoir voyagé durant près de 4 mois, les deux atterrisseurs arrivent à destination respectivement le 1er et le 5 mars 1982. Pour un atterrissage assez doux, les scientifiques ont choisi de faire usage d'un parachute jusqu'à 50 km d'altitude, puis ont utilisé un système d'aérofreinage le reste du temps. Venera 13 a atterri à l'est de la région Phoebe, Regio, une zone remplie de plaines et située à environ 950 km au nord de son jumeau Venera 14. Pour la première fois, les sondes de l'Union soviétique ont procédé à l'analyse de la composition chimique du sol de Vénus à l'aide du spectromètre au rayon X dont ils sont dotés. L'échantillon prélevé est transféré dans une boîte qui a été fermée hermétiquement et où il règne une température de 30 degrés Celsius avec une pression de 0,05 atmosphère. Les analyses qui s'y sont réalisées décèlent que Vénus possède un sol de type basaltique. En même temps, les sismographes ont procédé à une étude des divers mouvements qui caractérisent la surface. Les caméras, quant à elles, ont assuré l'obtention des premiers clichés. Ils étaient panoramiques, mais également et surtout en couleur, grâce aux filtres clairs et colorés. Leur résolution était également beaucoup plus nette que ceux qui ont été fournis par les sondes précédentes. Les vaisseaux porteurs sont restés comme d'habitude en orbite et ont assuré le relais de l'ensemble des informations transmises par les deux atterrisseurs. Venera 13 a collecté des informations durant 127 minutes, alors que Venera 14 n'en a fait que 57. Sur les photos prises, on pouvait apercevoir un monde bien étrange qui a l'aspect lisse, mais qui était tout de même brisé. On pouvait également voir des débris abondants qui avaient de différentes tailles. Ce qui était encore très flagrant sur les photos, c'était la couleur jaune de l'environnement vénusien. Mais d'après les scientifiques, cela est tout à fait normal et serait dû au rayonnement du soleil que les gouttes d'acide sulfurique présentes dans les nuages filtrent. Venera 14 portait sur lui un micro qui lui a permis d'écouter l'ensemble des bruits émis sur la surface de la planète, sauf que rien de vraiment passionnant n'a été enregistré de ce côté. L'Amérique se rattrape grâce aux magnifiques images de la sonde Parker. Parker Solar Probe est une sonde lancée en 2018 et ayant comme principal but l'étude du soleil. Toutefois, cela ne l'empêche pas de prendre régulièrement quelques images de Vénus lors de ses séances de rapprochement avec la planète, rien que pour réduire sa distance avec le soleil en se servant de l'assistance gravitationnelle de Vénus. Au cours de son dernier passage non loin de la planète en juillet 2020, par exemple, elle a pris une magnifique photo en se tenant à environ 12 000 km d'elle. D'après les images fournies, on pouvait voir autour de Vénus une sorte d'anneau lumineux qui borde toute la planète. Selon les scientifiques, il y a de fortes chances qu'il soit produit par des atomes d'hydrogène qui émettent la lumière après leur recombinaison en molécules. En observant de plus près, on décèle également une zone qui semble plus sombre que les autres et que les scientifiques ont nommée Aphrodite Terra. C'est une région montagneuse qui doit son aspect sombre à sa température, qui est plus froide que celle des autres régions, soit 30 degrés Celsius. Cette image fournie par la sonde est une réelle surprise qui a enflammé l'ensemble de la communauté scientifique, car ils s'attendaient plutôt à apercevoir des nuages qui les auraient empêchés de sonder la surface. Cela était pourtant possible et c'est la preuve que les instruments de la sonde lui permettent de faire l'interprétation des émissions thermiques, c'est-à-dire toutes les émissions qui se rapprochent de l'infrarouge. Bien que cette potentialité ne soit pas prévue dès le départ, elle est prometteuse et permet à la NASA de se sauver la face en diffusant de telles images de la planète. Quoi qu'il en soit, il semblerait bien que la course de la conquête spatiale entre les deux grandes puissances ne va jamais prendre fin. Le bon côté des choses est que cela leur permet de faire régulièrement de nouvelles découvertes sur notre planète et tous les astres qui l'environnent à l'image de Vénus. En espérant donc que les nouvelles découvertes continuent d'être faites dans ce sens, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous donner votre avis sur la vidéo de ce jour et de lâcher un pouce bleu afin de nous encourager. Merci beaucoup et à très prochainement pour de nouvelles aventures avec Agora.